Ibrahim conserve précieusement cette image, elle est bien plus qu'un simple souvenir figé. En la regardant, une réflexion m'a percuté comme une évidence. N'entame jamais une bataille si tu n'es pas prêt à la mener jusqu'au dernier souffle. Le doute, on l'a tous connu. Chacun de nous porte en silence ses zones d'ombre, ses failles, ses limites. Personne n'échappe à l'imperfection. Pourquoi cette réflexion soudaine ? Parce que cette photo date de ces années charnières 2009 ou peut-être 2010. Sur cette photo, on distingue un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, une vingtaine d'années, tout au plus, plongé dans les premières heures d'une formation militaire quelque part, au cœur d'un camp noyé dans la poussière rougeâtre. À ce moment-là, rien ne le distinguait d'un autre, un soldat de plus invisible, dans la masse sans importance pour le reste du monde. Et pourtant, ce jeune anonyme allait sans le savoir marquer au fer rouge l'histoire contemporaine. Propulsé au sommet non pas par des élections, mais par un séisme politique fulgurant, un coup d'État imprévisible. Aujourd'hui, c'est lui le plus jeune chef d'État de la planète, un nom qui inquiète les puissants et affole les rédactions. Mais avant les gros titres et les projecteurs, il y a eu ce moment figé dans le sable et le silence. Revenons ensemble à cette origine que personne n'avait vue venir. Le 5 septembre 1852, dans la salle appelée Corinthian Hall, un géant de la lutte abolitionniste prit la parole, Frederick Douglass. Face à la Ladies Anti-Slavery Society, il prononça des phrases aussi tranchantes qu'un tambour de guerre des mots qui, même aujourd'hui, continue de résonner jusque dans les plaines africaines. Brûlant, vibrant, gravé dans la mémoire collective. Ces mots-là n'étaient pas seulement des paroles, ils furent l'étincelle d'un éveil historique. Ce jour-là, sans détour ni filtre, Douglass lança cette vérité implacable. Celui qui accepte ses chaînes sans se battre pour sa liberté restera captif à jamais. Et qu'on ne vienne pas pleurer sur son sort, il ne mérite ni pitié ni compassion. Un homme demeure captif tant qu'il ne prend pas lui-même la décision de briser ses chaînes. Tant qu'il attend, les bras croisés, qu'un sauveur tombe du ciel, il reste l'architecte silencieux de sa propre prison. Et cette résignation me renvoie à une autre déclaration beaucoup plus récente, mais tout aussi percutante, entendue lors du sommet Afrique-Russie de 2023 à Saint-Pétersbourg. Cette fois, les mots ne sortaient pas de la bouche d'un penseur du XIXe siècle, mais d'un jeune leader d'aujourd'hui, ancien soldat devenu père de famille, devenu icône d'un continent qui refuse désormais de plier face aux puissances d'hier. Un homme qui incarne la résistance à ces élites européennes qui, malgré les apparences, continuent de tirer profit de l'Afrique avec des méthodes qu'on ne pourrait qualifier autrement que de prédatrices. L'homme que j'évoque ici n'est nul autre que le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Ce jour-là, il se tenait aux côtés des poids lourds de la scène internationale, à commencer par Vladimir Poutine, qui ne mâcha pas ses mots pour dénoncer l'appétit insatiable de Washington dans les affaires des autres. Et lorsque son tour vint, Traoré n'hésita pas à hausser le ton. Aucune interrogation lancée ici ne restera sans écho. Chez nous, les vérités se disent en cercle fermé, car l'ambiance ici, c'est celle d'un véritable foyer. Un foyer oui, car la Russie, dans sa propre manière, est désormais perçue comme une sorte de parent éloigné pour l'Afrique. Et visiblement, l'affection est réciproque. Il reprit mot pour mot les paroles de Frederick Douglass, prononcées en 1852, preuve irréfutable que ce jeune homme ne survole pas les textes, mais les dévore ligne après ligne en saisissant chaque nuance. Pendant que certains en Occident le rangent dans la catégorie des chefs de junte, par réflexe pavlovien, lui refusent toute étiquette. Et pour d'autres, ceux qui savent lire au-delà des discours, qui observent les actes avec attention, il est bien plus qu'un simple militaire. Il incarne ce que Magdalena Villalba, en 1976, nommait
la métapsychose. Une croyance fascinante selon laquelle, à la mort d'un homme, son âme se libère, erre à travers les terres, puis renaît dans un nouveau corps pour poursuivre les combats d'autrefois sous un nouveau visage. Pour ceux qui croyaient en ces cycles mystérieux de l'âme, aucun doute n'était possible. Le 15 octobre 1987, lorsque Thomas Isidore Noël Sankara, héros éternel du Burkina Faso, fut lâchement abattu, il savait que son souffle ultime, quittant Ouagadougou comme un murmure d'adieu, allait s'élancer dans un dernier voyage sacré. Son essence traversa les terres rouges de Kogo, s'enfonça dans les profondeurs de Koudougou, puis glissa doucement à travers des Dougous. Et c'est en 1988, à Bondoukou, qu'elle trouva refuge. Cette année-là, naquit un enfant, Ibrahim Traoré, celui qui, sans le savoir, allait incarner jusque dans ses gestes et ses luttes le retour de Sankara. Les anciens textes l'avaient prédit Magdalena Villalba, Friedrich Gierd, Arthur Schopenhauer. Tous parlaient de cette migration des esprits et du destin des âmes qui, loin de disparaître, trouvent-ils toujours un nouveau port d'attache. Tout cela ne pouvait se produire que sur la terre des hommes intègres, ce surnom que les Burkinabés entonnent fièrement dans leurs chants et gravent dans les hommages rendus à leur éternel héros Thomas Sankara. Jusqu'ici, si vous avez bien suivi le fil, notre récit visait à lever le voile sur des aspects moins connus du plus jeune président au monde, le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso. Son nom, vous l'avez sans doute déjà croisé. Mais permettez-moi de vous livrer une facette méconnue de cet homme qui par choix refuse de sourire. Car selon lui, dans ce monde fracturé et déchiré par les douleurs et les injustices, il n'y a tout simplement rien qui mérite qu'on en rie. Entrons dans l'univers intérieur de cet homme téméraire qui a fait le serment de conduire sa nation, le visage masqué, à la manière des anciens guerriers de l'ombre venus des provinces reculées telles que Yamato-Iga ou Yamashiro. Celui dont je vous parle est vénéré aux quatre coins de l'Afrique. Il ne vit pas dans le vacarme des cortèges blindés, ni au rythme des klaxons de berlines luxueuses, comme tant de ses homologues africains qui paradent pendant que leur peuple s'enfonce dans la faim et l'abandon. Depuis 2 ans, Ibrahim Traoré a tourné le dos au salaire présidentiel pour ne garder que sa solde de capitaine. Et la raison est aussi simple que puissante, il dort dans une maison modeste, et non dans un palais aux dorures indécentes comme ceux que l'on érige pour flatter l'ego des puissants. On ne devient pas une figure aussi dérangeante sans avoir survécu à l'impensable. Imaginez un coup d'État ourdi dans l'ombre, alimenté par 5 milliards de francs CFA. Oui, vous avez bien entendu. Injecté par ceux qui voulaient le voir tomber. Pourtant, il est toujours là. Plus fort. Plus déterminé. Car en moins de 2 ans, ce jeune capitaine a fait de son nom une légende nationale. Le Burkina Faso ne parle plus de changement, il l'incarne. Alors, une question s'impose brûlante, mais qui est vraiment Ibrahim Traoré. D'où sort cet homme qui a bouleversé tout un pays et qui, contre vents et marées, a grimpé jusqu'au sommet de l'État? Le 14 mars 1988, quelque part dans les terres calmes de Kéra, au cœur de la commune de Bondoukou, dans la province du Mouhoun, naissait un enfant que personne n'imaginait destiné à diriger un jour une nation. À l'école primaire du village, il ne faisait pas de bruit, mais tous savaient qu'il irait loin. Puis vint Bobo Dioulasso, la vibrante cité, où il poursuivit ses études secondaires, s'imposant sans bruit, mais avec éclat par son intelligence rare. Et la surprise, au lieu de suivre les pas militaires de Damiba ou d'autres jeunes officiers formés dès l'adolescence, Ibrahim choisit d'abord la voie civile. Ce n'est qu'en 2006 qu'il franchit le pas vers l'armée avec une maturité et un parcours atypique qui allait tout changer. Cap sur Ouagadougou, la capitale bouillonnante du Burkina Faso,
C'est là qu'Ibrahim Traoré pose ses valises pour se plonger dans l'étude de la géologie à l'université Joseph Kizerbo. Très vite, il ne se contente pas d'assister aux cours, il s'impose, comme délégué, se lève pour défendre ses camarades et se forge une réputation de meneur au service des autres. Mention bien en poche, en 2009, il aurait pu poursuivre une carrière tranquille, mais non. Ibrahim choisit l'inattendue direction l'école militaire Georges Namoano, un choix surprenant car cette école, souvent considérée comme l'option B, fait pâle figure face à l'élite de l'académie militaire de Kadiogo Berceau, de figures emblématiques comme Thomas Sankara ou le président Damiba. Et pourtant, c'est dans l'ombre que naissent parfois les plus grandes révolutions. C'est en 2012, diplôme en poche, que le destin militaire de Traoré prit une tournure aérienne. Direction le Maroc, pour y suivre une formation anti-aérienne, sans doute jugée nécessaire avant de l'envoyer marcher au pas dans une unité d'infanterie basée à Kaya, au nord du Burkina Faso, là où la poussière rouge se mêle à la sueur des recrues. 2 années s'écoulent, et le voilà déjà propulsé lieutenant en 2014. Après avoir fait ses preuves dans des rôles aussi ingrats qu'essentiels au sein des forces armées burkinabées. Mais c'est cette même année que tout bascule, on l'envoie au Mali, cette fois dans le cadre de la mission onusienne MINUSMA, là où le mot paix est aussi fragile que les accords censés la garantir. C'est dans les sables brûlants du Sahel que Traoré passa de soldat à stratège. Engagé dans des affrontements intenses contre des groupes djihadistes et des factions rebelles à fondement ethnique, il forgea sa réputation au feu des balles. L'épisode marquant 2018, région de Tombouctou, une attaque d'une complexité redoutable secoue la zone et lui droit dans ses bottes s'impose avec un sang-froid que plusieurs témoins qualifient d'héroïque. L'année suivante, en 2019, cap sur l'est du Burkina Faso, un territoire aussi instable qu'explosif, Traoré y prend part à l'opération Djibo-Volé clé de l'offensive O à Poigny. Et pendant 7 longs mois, il enchaîne les manœuvres de contre-insurrection dans le nord, là où chaque jour ressemble à un pari sur la survie. Derrière les fanfares d'une opération qualifiée de « victoire majeure », la réalité fut moins glorieuse, les djihadistes se sont éclipsés, pour mieux frapper ailleurs. Le répit ne fut qu'illusion, le danger simplement déplacé. Mais au nord, dans l'aride région de Marcoye, au cœur de ce triangle de feu, qu'on appelle la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, Ibrahim Traoré n'a pas levé le pied. Posté en première ligne, il enchaîne les offensives avec une ténacité que même ses adversaires redoutent. Ceux qui ont combattu à ses côtés parlent d'un chef de terrain pas de bureau, intrépide droit, et toujours au contact de ses hommes, même quand le ciel s'assombrit. L'année 2020 marque une ascension de grade pour Ibrahim Traoré, désormais capitaine. Mais derrière les galons, le désenchantement gronde. Lui et d'autres jeunes officiers, lucides mais frustrés, voient jour après jour l'incapacité de leur hiérarchie à contenir l'hydre djihadiste. Sur le terrain, c'est l'étau qui se resserre d'un côté des ordres flous, venus d'en haut de l'autre des ennemis bien réels. Un épisode raconte mieux que 1000 discours ce qu'ils vivaient alors Barsalogo, au cœur du pays, est au bord de l'effondrement. Les islamistes avancent la route d'accès, seraient truffés de mines. Mais Traoré ne tergiverse pas. Il plonge avec ses hommes dans la brousse, coupant à travers les pièges, et surgit juste à temps pour sauver la ville. Un acte de bravoure que beaucoup n'ont pas oublié. Au Burkina Faso, la litanie macabre des violences djihadistes ne connaît aucun répit d'embuscades sournoises. Rafales d'armes automatiques, convois dérobés, civils kidnappés, roquettes tirées à l'aveugle, et mines artisanales, plantées comme des pièges invisibles sur les routes, les zones les plus meurtries.
Toujours les mêmes, le Sahel, le Nord, le Centre-Nord et l'Est, des noms devenus synonymes de douleur. Fin 2021, le rideau tombe sur une réalité glaçante, une crise humanitaire de grande ampleur s'installe. L'insécurité alimentaire touche de plein fouet des milliers de familles et le bilan humain s'alourdit. Mi-septembre 2022, le compteur macabre dépasse les 3000 morts, soit une hausse d'un tiers comparée à toute l'année précédente. Le sang coule, les chiffres explosent. Et le monde lui regarde ailleurs. Près de 2 millions d'âmes déracinées, contraintes de fuir leur foyer, voilà le prix humain de la tragédie burkinabé. Et comme si ce chaos ne suffisait pas, janvier 2022 ajouta un nouveau chapitre à cette saga instable, un coup d'État militaire piloté par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba vint balayer le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier élu en 2015, puis confortablement réélu en 2020, n'était lui-même que l'héritier d'un autre régime, celui de Michel Kafando, figure de la transition née de la révolte populaire de 2014, qui mit fin au règne sans partage de Blaise Compaoré. Car oui, Compaoré avait verrouillé le pays pendant 27 longues années, après avoir arraché le pouvoir dans un coup d'État sanglant en 1987, celui-là même qui coûta la vie au charismatique révolutionnaire Thomas Sankara. Une boucle tragique où chaque coup d'État semble chasser l'autre, sans jamais briser le cycle. À peine avait-il posé un pied au sommet de l'État que Damiba dégaina son verdict Kaboré, selon lui avait lamentablement échoué à enrayer la gangrène islamiste qui dévorait le pays. Pour incarner la rupture, il brandit fièrement un nouveau label, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, alias MPSR. Objectif affiché. Reprendre centimètre par centimètre un territoire tombé aux mains des djihadistes et permettre à 2 millions d'errants de retrouver un chez-soi. Parmi ceux qui crurent à cette promesse, un certain capitaine nommé Ibrahim Traoré. À peine quelques semaines plus tard, en mars 2022, Damiba le propulse à la tête de l'artillerie du régiment de Kaya, un poste stratégique au cœur du pays. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nomination serait l'étincelle de sa propre disgrâce. Le passage éclair de Damiba à la présidence, loin d'apporter un quelconque apaisement, coïncida avec une explosion des attaques djihadistes à travers le Burkina Faso. Tandis que les groupes armés étendaient leurs toiles sur les campagnes encerclant méthodiquement les villes, le pouvoir en place semblait désespérément hors jeu. Sur le terrain, les soldats, eux, attendaient des résultats, mais recevaient des promesses, et parfois même pas leur solde. Dans les garnisons isolées, le moral s'effritait et l'impatience montait. Kaya Bastion du capitaine Ibrahim Traoré devint alors l'épicentre d'un malaise grandissant. Là-bas, plus question de chuchoter, son exaspération, la grogne, grondait à voix haute. Traoré, propulsé malgré lui en figure de proue de la colère montante, multiplia les trajets entre Kaya et Ouagadougou comme un messager fatigué d'apporter toujours les mêmes doléances à une oreille sourde. Plus les semaines passaient, plus l'écart se creusait entre les soldats en brousse et le pouvoir en costume-cravate. Tandis que les convois se faisaient attendre, les munitions s'épuisaient et les cercueils se multipliaient. Et dans la capitale, le lieutenant-colonel Damiba, bien au chaud derrière ses bureaux climatisés, donnait l'impression d'observer le conflit depuis un balcon, loin du fracas des armes et des cris de détresse. Ce qui n'était au départ qu'un simple désespoir collectif s'est transformé lentement mais sûrement en une colère incandescente. Et cette rage, nourrie par l'inaction gouvernementale, a fini par se durcir dans l'esprit de certains soldats en un objectif clair, faire tomber le pouvoir. Le point de bascule. Un carnage de plus, le 26 septembre 2022. Ce jour-là, un convoi de 150 camions chargés de vivres pour la ville affamée de Djibo
isolé depuis 1 an et demi sous la botte de groupes djihadistes, a été pris pour cible. Un massacre qui n'a fait que mettre le feu aux poudres déjà sèches. Dans un nord à l'agonie, ce fut l'étincelle de trop. 37 vies fauchées, dont 27 jeunes soldats envoyés au front sans réelle protection. Voilà le bilan sanglant de l'attaque signée par un groupe se réclamant d'Al-Qaïda. Dans les casernes, le choc a laissé place à une fureur glaciale, surtout chez les nouvelles recrues, qui n'avaient signé ni pour l'improvisation, ni pour le sacrifice absurde. Et pendant que le sang coulait à Djibo, où était Damiba? À New York, bien sûr, à la tribune des Nations Unies, flanqué d'une délégation de 70 personnes. Là-bas, il vantait à qui voulait l'entendre les progrès de son régime contre le terrorisme en quémandant l'aide internationale avec le sourire en prime. Un contraste cruel et une provocation de trop pour une armée à bout. Pendant que les villages burkinabés sombrèrent dans la terreur, le président Damiba lui s'offrait une escapade 5 étoiles à New York avec toute sa clique. 70 personnes, hôtel de luxe, flash des caméras et discours bien rodés. Le tout au frais d'un État à genoux. Pour beaucoup, ce voyage à l'ONU n'était rien d'autre qu'un affront, un doigt d'honneur à un peuple en détresse. Ibrahim Traoré, capitaine au front et porte-parole d'une armée exaspérée, se rend alors dans la capitale pour demander audience. Résultat. Silence radio. Aucune réponse. Rien. Ce mutisme hautain fut la goutte de trop. Pour Traoré et ses camarades, il n'y avait plus qu'une issue, passer à l'action. Le 30 septembre 2022, à peine les premières lueurs du jour apparues, Ouagadougou se réveille au son sec des rafales. Pas d'alerte, pas de discours, juste le vacarme des balles qui signe le début d'un putsch éclair. Et le clou du spectacle survient à 20h tapantes sur les écrans de la télévision nationale. L'image coupe le souffle. Un soldat droit comme un I, treillis, impeccable, gilet pare-balles serré, béret rouge, vissé sur la tête, s'avance face caméra. Autour de lui, une haie d'hommes cagoulés et casqués comme sortis d'un film de guerre. Et puis le silence. Jusqu'à ce qu'il lâche la phrase. Celle qui annonce que le pouvoir vient de changer de main. Et voilà comment, sans tambour ni trompette, mais sous le bruit bien réel des armes, le capitaine Ibrahim Traoré s'installe aux commandes du fameux mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. MPSR, pour les intimes, exit le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renvoyé à l'histoire par ceux-là même qu'il avait vu comme un sauveur 8 mois plus tôt. Cette fois, la rupture est justifiée. Trahison de la mission, clament les nouveaux maîtres. Damiba, selon eux, a échoué sur toute la ligne, incapable de stopper l'hémorragie sécuritaire. Ironie du sort, c'est exactement pour cette raison qu'il avait renversé le précédent régime en janvier. Le serpent se mord la queue. Au lieu de livrer la bataille là où elle comptait vraiment, sur les terres arrachées par les groupes djihadistes, Damiba, selon ses détracteurs, préférait jouer les stratèges en chambre, embarqué dans des virées politiques plus que douteuses. Traoré affirme presque excusé d'avance qu'avec plusieurs camarades, ils avaient tenté à maintes reprises de le ramener sur le chemin du front. Mais, devant son obstination tranquille, il ne leur restait plus qu'un choix à l'écarter. Ce ras-le-bol, faut-il le préciser, n'est pas tombé du ciel. Cela faisait des mois que la frustration mijotait dans les casernes, surtout chez les jeunes officiers, ces soldats de l'ombre qu'on envoie au casse-pipe contre les milices de Daesh et d'Al-Qaïda. Quand même, les Cobras, cette unité d'élite rompue aux missions les plus périlleuses, se retrouvent à attendre leur solde, comme de simples fantassins oubliés. On comprend que la colère couvait déjà. Et le 30 septembre, au moment où les premières manœuvres du coup d'État s'enclenchent, ce sont justement ces Cobras, fidèles, redoutables et franchement excédés, qui donnent à Traoré, encore simple capitaine à l'époque, le soutien tactique décisif. Fort de cet appui musclé, la junte fraîchement installée
n'a pas tardé à dérouler ses promesses priorité absolue à la sécurité intérieure, reconquête de chaque parcelle du territoire, respect des engagements diplomatiques et cerise sur le treillis, un virage stratégique avec des partenariats internationaux plus variés pour en finir avec la menace djihadiste. Mais ce qui n'était au départ qu'un putsch orchestré dans les couloirs du pouvoir a très vite viré au brasier national. Le 1er octobre, alors que l'équilibre de leur tout nouveau régime semblait déjà tanguer, Traoré et son état-major dégainent une accusation qui fait l'effet d'une grenade. Damiba se serait retranché dans la base française de Cambouin-Saint pour concocter une riposte. Dans un contexte déjà saturé d'un ras-le-bol généralisé envers Paris, il n'en fallait pas plus pour que la rue s'enflamme. Déni catégorique de la part de la diplomatie française, trop tard. Les foules déferlent à Ouagadougou et Bobo Dioulasso transformant les ambassades et instituts français en symboles à abattre. En un clin d'œil, le coup d'État prend une nouvelle tournure. Ce n'est plus seulement une lutte pour le pouvoir, c'est une révolte ouverte contre ce que beaucoup considèrent comme une main étrangère trop longtemps restée dans l'ombre. Au fil des heures nocturnes, le vent tourna clairement en faveur de Traoré. Comme une traînée de poudre, les ralliements se succédèrent. L'armée de l'air, les unités spéciales, tous vinrent grossir les rangs de ce capitaine devenu symbole de rupture. À l'aube, Damiba n'eut plus d'échappatoire. Il remit les clés du pouvoir, non sans poser ses conditions, qu'on épargne sa vie et celle des siens. Moins d'une semaine plus tard, le monde assistait médusé à une scène qui semblait sortie d'un roman de pouvoir. Traoré prêtant serment comme chef de l'État par intérim. Pas de discours grandiloquent, pas de drapeau agité. Juste un homme en treillis arrivant avant même les caméras, le pas assuré d'un soldat qui connaît le terrain. Ce jour-là, il ne jouait pas un rôle. Il était le rôle, celui du combat de l'engagement de la transition. Ce qui figea toute l'assemblée dans un silence pesant, c'était ce masque opaque qu'il portait comme une armure. Ce choix calculé presque cérémoniel éveilla chez certains une crainte sourde, chez d'autres, une fascination muette. On lui tendit alors une feuille, rédigée en français, 3 phrases sobres, dépouillées comme gravées dans le marbre. Il leva tranquillement la main droite, le regard planté dans l'horizon, et déclara d'une voix ferme son engagement à honorer le peuple du Burkina Faso, à protéger les textes fondamentaux de la République, à faire appliquer sans faille les lois en vigueur et à œuvrer inlassablement pour garantir la justice à chaque citoyen de ce territoire. À peine trentenaire, le capitaine Ibrahim Traoré accéda ainsi au pouvoir suprême de l'état de transition, devenant en une cérémonie brève, mais symboliquement chargée, le plus jeune dirigeant du globe. Sous un soleil brûlant, une marée humaine envahit la capitale, comme si un trophée de guerre venait d'être conquis. Ce n'était pas un défilé militaire, mais bien une euphorie populaire pour acclamer un homme que l'on pourrait qualifier de Benjamin des dirigeants, au point qu'il faudrait multiplier son âge par 2, puis encore y coller presque 2 décennies entières, pour approcher celui de Paul Biya, patriarche présidentiel du Cameroun, avec ses 91 ans bien comptés. Ibrahim Traoré, lui, n'a que faire des vestons amidonnés et des dorures du protocole. Les mascarades de pouvoir lui laissent de glace. Ce qui l'anime, c'est autre chose, raviver une patrie en ruine, redonner un souffle à un peuple asphyxié. Et pour cette mission, il s'est dit prêt à tout sacrifier, même lui-même, si cela pouvait rendre à ses concitoyens un souffle de liberté et une paix durable. Il a suffi de quelques mots prononcés avec une gravité maîtrisée pour rallumer la flamme d'un patriotisme prêt à tous les renoncements. Aucun renoncement ne sera trop lourd si c'est le prix à payer pour libérer notre patrie de l'abîme. Notre route mène vers la paix, et c'est toujours le peuple qui tiendra le gouvernail. Une déclaration noble en apparence qui a su séduire les foules,
du moins celles qui n'ont pas prêté attention à l'ombre qui planait derrière Ibrahim Traoré. Car certains observateurs avisés ont très vite flairé la présence d'un parrain venu du froid, nul autre que Vladimir Poutine, tout droit sorti des brumes de Saint-Pétersbourg. Et comme si la mise en scène n'était pas déjà assez dramatique, le New York Times, par la plume d'Eliane Pelletier, publiait à peine 48 heures après le coup d'État une révélation saisissante: celui qui avait mené la révolte au Burkina Faso aurait, selon des sources internes, été lui-même écarté par un successeur encore plus mystérieux, une révolution dans la révolution peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce théâtre d'ombre, les alliances changent plus vite que les discours en conférence de presse. Dans une révélation retentissante, Pelletier affirmait détenir des éléments incontestables, prouvant l'ingérence directe du groupe Wagner et de Moscou dans toutes les opérations orchestrées par Traoré. À peine 48 heures plus tard, Edward McAllister, de Reuters, venait enfoncer le clou selon ses propres observations méticuleuses: toute tentative de contrecarrer ou d'ébranler Traoré devait être soigneusement pesée tant le soutien du Kremlin semblait inébranlable. Pourtant, fidèle à son style frontal, Traoré rejeta d'un revers de main ces accusations, assurant sur les ondes de France 24 qu'il n'avait que faire de mercenaires russes, puisqu'une version Made in Burkina du groupe Wagner existait déjà prête à l'emploi. Il lança d'un ton assuré: les mercenaires de Wagner venus du froid russe. Très peu pour moi. Ici au Burkina Faso, notre force, ce sont les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Des fils et filles du pays prêts à tout pour protéger notre terre. Pourtant, le voile qui recouvrait ses relations supposées avec Moscou fut soudainement soulevé le 27 septembre 2023 à Saint-Pétersbourg, lorsqu'il fit une apparition remarquée au sommet Russie-Afrique. Devant un parterre de caméras et de diplomates, il déclara sans détour que le Burkina Faso et la Russie formaient désormais, ni plus ni moins, une seule et même famille. À ses yeux, il ne s'agissait pas uniquement du Burkina Faso. Non, pour lui, la Russie représentait un lien fraternel pour l'ensemble du continent africain. Il s'exprima ainsi: « Ce n'est pas juste une alliance, c'est un lien de sang. Nous portons les mêmes cicatrices, car notre passé s'est écrit dans les mêmes larmes. Pendant que la Russie saignait pour libérer la planète du joug nazi durant la Seconde Guerre mondiale, nos aïeux africains, eux aussi, étaient arrachés à leurs terres, contraints d'aller mourir pour une Europe qui les avait asservis. Cette mémoire douloureuse, cette invisibilité dans les livres, dans les films, dans les récits officiels, nous unit comme les enfants oubliés d'une histoire que l'on a trop longtemps ignorée. » Alors là, c'est fini, disaient certains en écoutant ces mots. Traoré, tu viens de signer ton aveu. Quand on parle des Russes comme de sa propre fratrie et qu'on plaide sans rougir pour un partenariat ouvert, difficile ensuite de prétendre à la neutralité, ce qui dérange encore plus, c'est le fossé béant entre les promesses faites au départ et la tournure réelle des événements. On se souvient encore de sa déclaration solennelle des élections démocratiques allaient-ils se tenir en juillet 2024, parole d'honneur. Et pourtant, le 25 mai, surprise totale, la junte prend le micro et annonce tranquillement qu'elle prolonge son mandat pour 5 années supplémentaires. Devinez qui reste aux commandes. Et oui, toujours le même. Traoré. Que se passe-t-il vraiment à Ouagadougou ? À peine cette décision rendue publique que les réactions en cascade ont agité aussi bien les cercles diplomatiques que les réseaux sociaux comme un essaim piqué au vif. D'un côté, certains y voient un dangereux retour en arrière, une gifle cinglante à la promesse, pourtant claironnée, d'une transition vers un pouvoir civil. De l'autre, une partie du public lasse des illusions républicaines y décèle une clarification bienvenue.
Et puis évidemment impossible de faire l'impasse sur l'éléphant dans la pièce, la France. Depuis que Traoré a mis la main sur les rênes du Burkina Faso, l'ambiance entre Paris et Ouagadougou frôle l'anthracite. Les rues, elles parlent sans détour, les slogans exigeant le départ de l'armée française se sont multipliés, résonnant de Dakar à Niamey comme un refrain d'insoumission populaire. Loin d'être une simple saute d'humeur locale, cette montée du ressentiment envers l'ancienne puissance coloniale devient la nouvelle norme dans tout le Sahel. Depuis que Traoré tient fermement la barre à Ouagadougou, un virage s'opère dans la boussole diplomatique du Burkina Faso. Fini l'époque où l'on comptait aveuglément sur Paris. Place à un jeu d'alliance repensé, élargi, redessiné. En janvier 2023, le message envoyé à l'Élysée fut clair comme de l'eau de roche, vous avez 30 jours pour plier bagages. Adieu coopération militaire, terminez l'accord qui permettait aux soldats français de traquer les groupes armés sur le sol burkinabé, une rupture franche, sèche, assumée. Et pour enfoncer le clou, le gouvernement afficha haut et fort sa détermination à prendre son destin sécuritaire en main, sans tuteur ni gilet pare-balles étranger. Le ton était donné, désormais c'est nous et rien que nous. Février 2023, la rupture devient solennelle, presque théâtrale. Lors d'une cérémonie où l'amertume flottait plus fort que l'hymne, les troupes françaises baissent leur drapeau pour de bon au camp des forces spéciales. Rideau sur des années d'intervention, fin d'un chapitre chargé. Et pendant que Paris replie ses draps militaires, Ibrahim Traoré lui campe dans le rôle qu'il s'est taillé sur mesure, uniforme de combat impeccablement ajusté, béret rouge, vissé au crâne, gants, tactiques à la main et flingue bien en place sur la cuisse droite. Une allure martiale, étudiée, répétée, devenue presque une marque déposée. Le chef n'a pas besoin de discours quand son image parle à sa place. Mais alors, dans la réalité d'aujourd'hui, à quoi ressemble le quotidien du plus jeune chef d'État de la planète ? Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au sommet par les armes, nage-t-il dans l'opulence ? Roule-t-il en bolide scintillant comme tant de ses homologues africains obsédés par la prédation de leur propre peuple ? Vit-il dans des palais dorés, loin des préoccupations du citoyen lambda ? Et sa famille baigne-t-elle dans le faste ? Eh bien non. À rebours de cette caricature si familière, Traoré a tracé un sillon singulier, il a refusé les dorures du pouvoir, il a claqué la porte au confort des élites. Un virage sec, presque choquant pour un continent trop habitué au président roi. Alors que tant de chefs d'État africains continuent de régner depuis leur palais doré, entourés de privilèges et de comptes bancaires bien garnis, un homme a décidé de renverser la table. Ibrahim Traoré, plutôt que de s'octroyer les 76 000 $ annuels d'un président burkinabé, a préféré rester simple capitaine de l'armée et toucher la solde modeste qui va avec. Un choix qui détonne dans un continent où l'avidité semble souvent primer sur le sens du devoir. Ce geste symbolique, loin de n'être qu'un détail, bouleverse les codes habituels du pouvoir. Il place la barre haut pour les futurs leaders africains et envoie un message clair : le sacrifice personnel peut encore être au service du peuple. L'exemple Traoré dépasse largement les frontières du Burkina Faso et remet en cause tout un modèle de gouvernance. En moins de 2 années de mandat, Ibrahim Traoré a réussi là où d'autres traînent toute une carrière sans jamais y parvenir. Mais ce qui frappe au-delà de ses réalisations expresses, c'est surtout sa conception radicalement différente du pouvoir. Il ne s'agit pas juste de refuser les dorures du trône, c'est tout un système de valeurs qu'il chamboule. Pour mieux comprendre, l'écart abyssal qu'il dénonce par l'exemple « jetons un œil aux chiffres » au Burkina Faso, un président touche en moyenne 76 000 $ par an. Sur le reste du continent, cette somme grimpe à 170 000 $ annuels et pendant ce temps, le citoyen burkinabé moyen doit survivre avec
73 petits dollars par mois. Voilà le décor. Et voilà pourquoi Traoré, avec son rejet de la pompe et son choix d'humilité, redéfinit ce que devrait être le leadership africain. Refuser son salaire, c'était déjà un message fort. Mais Traoré ne s'est pas contenté de ce coup d'éclat. Il a frappé plus fort encore une coupe sèche de 20% dans les rémunérations des membres du gouvernement. Pas une opération de communication creuse, non une démarche concrète pour que l'argent public cesse de nourrir les fauteuils dorés du pouvoir et commence enfin à irriguer les vraies urgences nationales. Et ce n'est pas tout ce qu'il a fait avec les sommes ainsi économisées. Disons simplement que ça n'a pas mis longtemps à faire parler de lui, plutôt que de laisser cet argent dormir dans les labyrinthes administratifs ou disparaître dans les méandres opaques des comptes publics. Traoré a choisi une toute autre voie, celle de la réinjection directe dans les veines de la nation. Écoles surgissant là où il n'y avait que poussière, machines agricoles, remplaçant la houe éreintée, et même des usines textiles, poussant comme des symboles de souveraineté économique. Et ce n'est pas tout. Pour libérer le pays de la dictature de l'importation, il a lancé des ateliers de transformation de tomates, locaux efficaces, visionnaires. Une stratégie audacieuse, taillée pour l'avenir. Mais ce qui laissa tout le monde bouche bée, même les plus sceptiques, ce fut son pari audacieux jeter les fondations de raffineries pétrolières nationales. On ne parle pas ici d'un coup de com' éphémère pour flatter l'opinion publique, mais d'un chantier à long terme, calibré pour injecter de la puissance dans les artères économiques du pays pendant des générations. Ce ne sont ni des slogans creux, ni des discours pour la galerie, ce sont des briques du béton, des plans d'ingénieurs. Une transformation économique tangible et assumée du Burkina Faso, dans un décor africain saturé de chefs d'État qui exhibent fièrement leurs bolides rutilants, leurs jets privés brillants et leurs palais dorés comme des trophées de chasse. Ibrahim Traoré lui emprunte un tout autre chemin. Pas de limousine, ni de villa hors de prix, une voiture lambda, un treillis sobre et une existence sans artifice. L'image tranche brutalement avec celle de ces présidents pour qui chaque Rolex est une déclaration de puissance. Traoré lui démontre cette logique avec un calme désarmant. Pour lui, la grandeur ne s'affiche pas en or massif, mais s'exprime dans le service. Pas de culte du luxe, il n'a qu'un serment, celui fait à son peuple. Certains y voient un écho lointain de Thomas Sankara. Et ce n'est pas un hasard. Car comme lui, Ibrahim Traoré tourne résolument le dos au confort personnel pour placer la nation au cœur de chaque décision. Là où tant de chefs d'État transforment leur mandat en machine à cash, lui choisit la voie opposée, celle du don de soi. Il sabre son propre salaire, décline les privilèges du pouvoir, comme on refuse un poison déguisé et réaffecte chaque centime public à la construction du pays. Non, l'humilité n'est pas une faiblesse. Entre ses mains, elle devient même une arme politique redoutable. Voilà ce que signifie incarner un vrai leadership, servir au lieu de se servir. Chez Ibrahim Traoré, il n'est ni question de projecteur, ni de quête de prestige personnel. Ce qui frappe, c'est cette discrétion presque déroutante autour de sa sphère privée. Pas de mise en scène familiale, pas d'interviews exclusives sur ses proches, aucun cliché viral de sa femme ou de ses enfants à la une des médias. Contrairement à tant d'autres dirigeants africains qui transforment leur entourage en vitrine politique, lui choisit le silence et l'ombre. Et ce n'est pas un oubli, mais un choix assumer l'avenir de la nation prime sur le culte de sa personne. Dans un monde où les chefs d'État confondent souvent service public et autopromotion, ce niveau d'effacement volontaire force le respect. Rare, très rare. En à peine quelques mois, Ibrahim Traoré a pulvérisé un mythe tenace, celui qui prétend qu'exercer le pouvoir
implique forcément faste fortune et villa de rêve. Il a préféré l'engagement au clinquant, la proximité à l'arrogance et l'intérêt collectif à la quête personnelle. Dans un environnement politique où trône doré rime trop souvent avec compte offshore, voilà un homme qui inverse la donne. Son approche, radicalement différente, incarne un souffle nouveau, celui d'une gouvernance, où le peuple ne sert plus de décor, mais devient enfin la priorité. Ce qu'il a semé au Burkina Faso dépasse déjà les simples discours. Et si ce vent de changement venait à inspirer ses homologues sur le continent, alors peut-être l'Afrique tiendrait enfin son virage tant attendu. Imaginez un instant que le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même artisan d'un coup d'État, devienne la cible d'une conspiration presque hollywoodienne, mais bien réelle. Ce qui se joue ici n'est rien de moins qu'une tentative de le renverser à son tour, avec à la clé des sommes colossales dignes d'un thriller financier, 5 milliards de francs CFA mis en jeu. Et pourtant, malgré la tentation, malgré l'ampleur de la somme, les militaires burkinabés ne fléchissent pas. Un mystérieux instigateur leur propose froidement 8 millions de dollars pour balayer le gouvernement de Traoré. La suite, un échec cuisant pour les conspirateurs. Grâce à la vigilance des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, ce plan a été réduit à néant, un complot déjoué évalué à 817 millions de dollars. Voilà comment, dans le silence des casernes et les couloirs de l'ombre, l'ordre a triomphé du chaos. Le 8 novembre 2024 restera gravé comme le jour où Ouagadougou a frôlé l'implosion. Ce n'est pas un scénario de fiction, mais bien la réalité. Le président du Burkina Faso a été pris pour cible dans une tentative d'assassinat soigneusement dissimulée sous les apparences d'un banal séjour professionnel. Derrière cette façade anodine se cachait un émissaire de l'ombre débarqué avec 5 milliards de francs CFA, non pas pour signer des contrats ou bâtir des écoles, mais pour acheter des âmes, corrompre des uniformes et allumer la mèche d'un putsch. L'armée en alerte a intercepté le complot à temps, révélant l'implication d'intérêts étrangers prêts à tout pour manipuler les failles d'un pays déjà fragilisé. Ce n'était pas un simple sabotage, c'était une guerre silencieuse menée avec des valises pleines de billets et une stratégie de l'effondrement programmée. Le Burkina Faso, ce joyau ouest-africain gorgé d'or et de minerais rares, attire bien plus que les investisseurs. Il éveille aussi les convoitises des grandes puissances qui, sous couvert de coopération, redoutent en réalité son émergence. Alors que le pays s'engageait enfin sur la voie de la stabilité, certains y ont vu un danger. Leur stratégie, d'une simplicité redoutable, faire pleuvoir les billets pour acheter des uniformes, manipuler les allégeances et allumer l'étincelle du chaos. Mais cette fois, le calcul était faux. Les soldats ciblés n'étaient pas de simples recrues, mais des combattants aguerris, forgés dans les flammes des batailles contre le terrorisme. Et leur réponse fut claire comme le jour on ne trahit pas sa terre pour quelques zéros sur un chèque. Plutôt que de claquer la porte à la première tentative de corruption, nos soldats ont décidé de pousser le jeu jusqu'au bout, mais à leur manière. Feignant l'intérêt, ils ont pris le rôle d'espions de l'ombre, remontant chaque geste, chaque chuchotement du prétendu bienfaiteur à leur hiérarchie. Pendant des semaines, ils ont tissé leur toile avec une précision redoutable, recueillant patiemment les pièces du puzzle. Puis, le jour J, quand le moment fatidique est arrivé, le piège s'est refermé avec la force d'un couperet. Dans un hangar poussiéreux, le suspect a été cueilli, les mains presque plongées dans une valise débordant de billets destinés à renverser l'État. Le tout filmé sous tous les angles, enregistré dans les moindres détails, une mise en scène que même Hollywood n'aurait pas osé imaginer. L'arrestation de cet individu n'était que le début d'un fil bien plus long et bien plus sale qu'on ne l'imaginait.
Derrière ce visage discret se cachait toute une toile d'araignée tissée par des mains étrangères. Agents sous couverture mercenaire bien implantés dans le Sahel, et surtout des bailleurs occultes aux poches pleines et aux intentions douteuses. Leur plan. Rien de très original, provoquer le chaos, renverser les gouvernements gênants et piller en toute discrétion les richesses du sous-sol. Ce n'était pas un simple coup de poker financier. C'était un coup de maître géopolitique contre un Burkina Faso trop indépendant, à leur goût bien décidé à reprendre la main sur son avenir, et surtout sur son or. Pendant des décennies, certains acteurs venus d'ailleurs ont tranquillement tiré profit des entrailles de l'Afrique, se gavant sans scrupule. Mais voilà qu'un Burkina Faso, debout, déterminé à se tenir sur ses propres jambes, est venu troubler cette petite routine néocoloniale. L'affaire des joyaux ne fait que révéler l'ampleur des moyens déployés par ces puissances pour maintenir leur emprise. Pots de vin, infiltration, déstabilisation à grande échelle, tout y passe. Ce n'est plus une simple manigance de couloir, c'est un signal brutal adressé aux nations africaines. Quiconque ose réclamer sa souveraineté sera confronté à l'orage. Pourtant, la résistance s'organise et le Burkina Faso en devient un symbole éclatant. 2 ans se sont écoulés depuis qu'un jeune capitaine sorti de l'ombre lors du putsch d'octobre 2023 a fait trembler les fondations du pouvoir au Burkina Faso. Depuis ce jour, Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris les rênes, il a redessiné la carte même des ambitions nationales. Tandis que certains s'attardent encore sur sa vie privée ou les circonstances musclées de son arrivée, les faits, eux, parlent sans détour. En octobre 2025, près de 80% des engagements qu'il avait martelés avec assurance ont trouvé leur concrétisation. Résultat, une révolution silencieuse qui touche à tout: la sécurité renforcée, les routes et infrastructures modernisées, l'indépendance énergétique esquissée, un système de santé qui se redresse et surtout une économie qui commence à se libérer de ses chaînes. Peu d'hommes et encore moins en uniforme peuvent en dire autant. C'est un chantier titanesque qui symbolise à lui seul l'élan de tout un pays. Le projet Faso-Rail n'est pas un simple tracé de rails, c'est la colonne vertébrale d'un Burkina Faso qui avance. Pensé pour relier les capitales provinciales entre elles, ce réseau ferroviaire, 100% made in ambition nationale, repose sur un montage financier audacieux, 75% d'argent public pour affirmer la souveraineté, 25% d'investissement privé pour garantir la pérennité. Et ce n'est pas tout, à Bobo-Dioulasso, une usine flambant neuve verra le jour pour produire localement wagons et rails, tournant ainsi le dos aux importations coûteuses. Montant de l'opération 70 milliards de francs CFA. Délai annoncé 18 mois. Et au bout des rails, des milliers d'emplois, un commerce boosté et une nation qui trace sa propre voie au sens littéral du terme. Pendant que certains jouent encore aux apprentis sorciers énergétiques, l'équipe de Traoré, elle s'est alliée avec les Russes de Rosatom pour lancer un chantier d'envergure, une centrale nucléaire flambant neuve. Une réponse stratégique, presque provocante, qui mise sur une énergie dite propre, destinée à bousculer l'ordre établi en réduisant la dépendance aux vieux carburants fossiles et en ouvrant enfin l'accès à l'électricité à grande échelle. Et ce n'est pas tout. À Koudougou, on voit déjà s'élever un technopôle pharmaceutique local. Un projet qui vise ni plus ni moins qu'à produire des médicaments sur place, limiter les importations ruineuses et soigner mieux, plus vite et moins cher. Ce mastodonte, à 70 milliards de francs CFA, s'il tient ses promesses, devrait métamorphoser le paysage industriel et médical du pays d'ici 5 petites années. Emploi, autonomie, souveraineté, c'est en cours, tic-tac. Dans cette volonté farouche de reprendre la main sur ses richesses, le Burkina Faso ne s'est pas contenté de mots, une raffinerie d'or flambant neuve,
transforme désormais le précieux métal sur le sol national, pendant qu'une usine dédiée à la tomate voit le jour et que l'agriculture, elle passe à la vitesse supérieure avec la mécanisation à grande échelle. Tracteurs fournis gracieusement, semences améliorées, engrais subventionnés. Voilà de quoi faire rougir d'envie plus d'un ministère de l'Agriculture sur le continent. Résultat, la sécurité alimentaire bondit de plus de 50% en à peine 2 ans. Et pour ceux qui penseraient encore semer le chaos, l'opération zéro terroriste dans la région de Solenzo a été claire, 28 éléments neutralisés par un bataillon d'intervention rapide. La souveraineté ici ne se discute pas, elle se construit et elle se défend. Le 2 janvier 2025, à Montier, 29 terroristes ont été envoyés ad patres grâce à la coordination redoutable entre les forces armées et les volontaires pour la défense de la patrie. Une démonstration de force rendue possible par des réformes militaires profondes qui ont permis de reprendre le contrôle de territoires jadis tombés entre les mains des insurgés. L'armée désormais rééquipée avec du matériel de pointe et appuyée par des partenariats solides avec la Russie, la Turquie et la Chine, se révèle plus redoutable que jamais. Des localités stratégiques comme Djibo, autrefois enclavée, sont de nouveau accessibles, restaurant la continuité territoriale dans le Sahel. Et pour marquer cette rupture avec l'héritage colonial, le français a été relégué aux oubliettes au profit d'un panafricanisme affirmé. La souveraineté ici se décline en actes. En 2 petites années, le capitaine Ibrahim Traoré a fait plus que gouverner, il a refaçonné le destin du Burkina Faso. Les salaires des fonctionnaires, revalorisés. L'emprise financière française, reléguée au passé grâce à une banque centrale désormais maîtresse de son cap. Et ce n'est pas tout, le plus grand barrage hydroélectrique jamais construit dans le pays propulse l'énergie verte au cœur du développement industriel, agricole et domestique. Dans les zones les plus oubliées des cliniques mobiles, sillonnent les pistes pour offrir des soins à ceux que la République avait trop longtemps ignorés. Ce tableau de transformation teinté de souveraineté retrouvée et de progrès mesurables interroge. À l'échelle du continent, quels enseignements tirer de cette trajectoire fulgurante? Quels dirigeants auront le courage d'en suivre les traces? Ibrahim Traoré, simple soldat devenu architecte d'un renouveau, marquera-t-il à jamais l'histoire africaine? À vous d'en juger. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour un nouvel épisode.